Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre burkinabé de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'ai envie de prendre un petit peu la température. Vous venez de participer au 9e Forum culturel international de Saint-Pétersbourg. Quel a été l'argument déterminant de votre venue, de votre participation à cet événement ? Merci déjà pour cet entretien. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous saluons l'initiative de ce Forum des cultures unies qui en est à sa 9e édition, comme vous l'avez dit. Et ce qu'il faut dire, bien sûr, c'est que nous avons perçu en ce Forum de la culture une belle opportunité pour passer le message aujourd'hui de l'interculturalité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, de plus en plus, beaucoup de grandes puissances militent plutôt pour une dynamique unipolaire, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan diplomatique, mais également sur le plan culturel. Nous sommes contre toute dynamique aujourd'hui de domination culturelle. Et je pense que c'est ce message-là qui était au cœur de cette 9e édition du Forum des cultures unies à Saint-Pétersbourg. Et je pense que nous avons eu raison de venir parce que nous repartons édifiés de nos échanges, non seulement avec le ministère de la Culture russe, mais également l'ensemble des participants. Il y avait des dizaines de pays, près de 70 pays donc, qui ont pris part. Et la plupart donc des messages qui ont été passés, diffusés pendant ce forum-là, montrent aujourd'hui l'intérêt pour les différentes communautés du monde de se respecter, de respecter les cultures des uns des autres. Et surtout de faire en sorte que nous puissions bâtir la paix et les relations sur nos valeurs culturelles. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans sa culture, mais de créer des conditions pour un respect mutuel, d'un enrichissement mutuel, mais pas une dynamique de domination ou d'effacement d'une culture par une autre culture qui se croirait supérieure. Très bien. Alors j'aimerais revenir avec vous maintenant sur la situation interne dans votre pays. Le Burkina Faso qui traverse une période, on peut le dire, assez complexe sur le plan sécuritaire, avec le pays qui doit faire face à des attaques djihadistes sur son sol. Comment vous pouvez, de façon globale, caractériser la situation actuelle au Burkina Faso ? La situation actuelle du Burkina Faso, vous l'avez dit, depuis de longues années, le Burkina Faso traverse une situation difficile. Burkina est prise à partie par des groupes obscurantistes, des groupes terroristes qui ont juré la perte de notre pays et qui depuis de longues années s'en prennent à des populations innocentes, à des populations civiles, dans l'objectif tout simplement de créer donc de la violence, dans l'objectif de créer de la terreur. Et donc depuis bien sûr un moment, avec notamment l'arrivée de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, il y a une nouvelle dynamique qui a été enclenchée. Et aujourd'hui, je pense que la peur a changé de camp au Burkina Faso, parce que toute la dynamique enclenchée, non seulement le sursaut d'ensemble du peuple burkinabé, derrière ses forces de défense et de sécurité, derrière ses volontaires pour la défense de la patrie, ce sursaut et cette mobilisation d'ensemble-là commencent à produire des effets. Si bien que au Burkina Faso aujourd'hui, je pense que c'est un climat d'espoir qui renaît au Burkina Faso et l'horizon commence à s'éclaircir parce que au-dessus du terrain, la dynamique s'est inversée. On a des populations déplacées internes qui commencent à rejoindre leur localité parce que ce sont des localités qui ont été aujourd'hui reconquises et donc c'est cette dynamique-là qui est en cours au Burkina Faso. Je peux vous dire que la situation est difficile, mais plus que jamais les Burkinabés ont espoir. Et surtout, les Burkinabés sont de plus en plus convaincus que nous allons sortir ensemble plus forts de cette situation de crise et que des lendemains qui chantent attendent notre pays. Nous en sommes convaincus et sous le leadership du président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous mettons tout en œuvre pour que véritablement cette crise soit derrière nous le plus rapidement possible et surtout que nous puissions enclencher une dynamique durable de développement et d'épanouissement de nos populations. Et justement, en tant que ministre de la Communication, comment vous gérez cette situation de crise, comme vous l'avez dit ? Oui, une situation de crise comme celle-là. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit la guerre, ce n'est pas juste une guerre des armes, c'est aussi une guerre de communication. Parce que
ceux qui nous attaquent et ceux qui les soutiennent aujourd'hui, bien sûr, sont aussi dans une dynamique de communication pour déstabiliser, pour décourager, pour démoraliser. Et donc, ça nécessite aussi une réaction de notre part sur le plan de la communication, parce que nous avons besoin d'accompagner cette dynamique de reconquête de notre territoire national, d'accompagner ce sursaut avec une communication saine, une communication apaisée et surtout une communication qui unit les Burkinabés, qui leur montre aujourd'hui que le salut du Burkina Faso ne peut venir que de l'unité de ses fils et de ses filles, et surtout ne peut venir que de notre conviction que nous allons nous en sortir par nous-mêmes. Le moment est venu de ne plus confier le destin de notre pays à qui que ce soit, mais de nous assumer pleinement, en toute responsabilité. Parce que, à regarder de nombreux médias occidentaux, ces médias occidentaux ont tendance à dresser un portrait peu flatteur du Burkina Faso. Pour quelle raison, d'après vous? Comment l'expliquer? Mais vous savez, ça a toujours été ainsi. Ces médias occidentaux ne font pas de l'information. Quand vous prenez les médias, pour ne citer que ces médias, les médias français, c'est des médias qui relèvent du Quai d'Orsay, ils relèvent du ministère des Affaires étrangères françaises. C'est des médias, bien sûr, qui accompagnent l'action politique, l'action diplomatique de la France. Et bien sûr, pour peu que vous ne soyez pas en bon terme avec la politique française ou les autorités politiques françaises, bien sûr, vous allez être dépeint, voilà, sous des traits peu flatteurs par ces médias. Et d'ailleurs, nous avons vu toute la subversion et tout le cynisme de ces médias-là dans notre pays et dans la sous-région, notamment dans les pays du Sahel, où véritablement, à un moment donné, ce sont des médias qui se sont donnés aussi pour mission de donner écho à l'idéologie terroriste et à légitimer cette idéologie. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que des grands chefs terroristes que la France dit rechercher depuis de longues années mais qui restent introuvables, puissent accorder des interviews en avant-première à des médias français en exclusivité. Et au même moment, ce partenaire nous dit qu'ils ne savent pas où ils sont. Donc, vous voyez, il y a une duplicité qui avait cours. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, ces médias ont franchi des lignes rouges dans notre pays en donnant la parole à des groupes terroristes qui se plaisent à tuer des civils burkinabés. Et surtout, nous avons senti une dynamique de légitimation donc de cette idéologie terroriste, tout simplement parce que nous avons décidé de dire non. Nous avons décidé de nous assumer. Et donc, ces médias aussi ont juré donc de rentrer, sont rentrés dans une dynamique de subversion, de volonté de diviser, de déstabilisation. Donc, nous avons pris nos responsabilités tout simplement. Vous avez pris des mesures de sanctions. On a pris des mesures. Ces médias ont été tout simplement interdits de diffusion sur notre territoire. Et croyez-moi, ça n'a fait du mal à personne. Les Burkinabés se sentent beaucoup mieux sans ces médias. Alors, après la tentative de coup d'État du mois de septembre, vous avez appelé la population à faire preuve de vigilance face aux amalgames, notamment sur les réseaux sociaux qui grandissent chaque jour, y compris au Burkina. Qu'en est-il de la politique gouvernementale en matière de gestion de ces médias sociaux? Quelle importance lui donnez-vous? Il est clair aujourd'hui que les médias sociaux, les réseaux sociaux font partie du quotidien de tous les Burkinabés. Ce sont des espaces d'expression, ce sont des espaces d'accomplissement, des espaces aussi de réseautage. Il ne faut pas voir en ces médias et ces réseaux sociaux rien que du négatif, bien au contraire. C'est des espaces d'opportunité pour toutes les couches de la population, pour faire des affaires, pour faire des recherches, pour échanger, découvrir le monde. Mais ces réseaux sociaux aussi, il ne faut pas l'oublier, sont des espaces de communication, sont des espaces d'information. Et malheureusement, leur usage aujourd'hui montre bien souvent également des écueils. Et en tant que pays responsable, nous devons bien sûr prendre les dispositions pour assurer également que ce soit vraiment une saine contribution des réseaux et des médias sociaux à l'épanouissement de notre pays, mais aussi à la préservation de nos valeurs. Ce sont des aspects très importants. C'est dans cette dynamique que, par exemple, actuellement, on a un projet de loi pour la relecture des statuts du Conseil supérieur de la communication qui aura désormais vocation à faire de la régulation également sur les réseaux sociaux. L'idée étant de permettre à l'instance de régulation de pouvoir faire ce travail d'assainissement également des réseaux sociaux pour que ne prospèrent pas sur ces médias et ces réseaux sociaux des messages de division, des messages
de violence, des messages qui remettent en cause nos valeurs, qui sont des valeurs auxquelles nous tenons tant. Donc c'est pour dire qu'il y a également à ce niveau un arsenal dont le Burkina est en train de se doter pour permettre à l'instance de régulation de faire correctement son travail. Alors vous avez évoqué le sujet il y a quelques minutes, mais de façon plus générale, quel rôle prêtez-vous à l'information dans une période de conflit comme celle que traverse le Burkina Faso? L'information en période de conflit et la communication, vous savez, ce sont des armes de guerre qui sont encore peut-être plus destructrices que les canons, que les kalachnikovs et toutes les armes militaires qu'on peut imaginer. Donc la guerre se mène sur le terrain militaire, mais la guerre doit également se mener sur le plan de la communication et de l'information. Nous en avons conscience et nous travaillons à cela. C'est pour cela que nous ne laissons de place à aucune forme de communication, aucune forme d'information qui est de nature à créer des fragilités, à nous rendre encore plus vulnérables. Toute communication qui est de nature à démoraliser nos combattants, à ne pas soutenir aujourd'hui la résilience de nos communautés. Donc personne ne peut se cacher derrière une quelconque liberté de presse ou une liberté de je ne sais d'opinion aujourd'hui pour rentrer dans des manœuvres de démoralisation de nos forces combattantes pour remettre en cause aujourd'hui véritablement les choix stratégiques du Burkina Faso qui sont des choix assumés et surtout des choix qui sont soutenus par un sursaut d'ensemble des citoyens burkinabés. Donc c'est une guerre de communication, nous en avons conscience. Et aujourd'hui, nous donnons les moyens de gagner la guerre sur le plan militaire, mais aussi de gagner la guerre sur le plan de la communication. De toute façon, les deux vont ensemble. Mais est-ce que il peut pas y avoir des limites à ça, dans le sens où, je sais pas, par exemple, une défaite sur le plan opérationnel, ça peut avoir un facteur démoralisant, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas? On le mentionne? Ou comment ça se passe? Parce que ça reste de l'information factuelle. Bien sûr, il ne s'agit pas, pour ce qui concerne le gouvernement de la transition au Burkina Faso, de faire en sorte que les faits n'aient pas le droit de citer. Les faits sont les faits. Le problème n'est pas le fait. Le problème, c'est ce qu'on veut faire du fait. L'interprétation. L'interprétation et l'instrumentalisation. Voyez-vous, qu'il y ait une défaite militaire sur le terrain, c'est normal dans une guerre, dans toutes les guerres, c'est cela. Mais aujourd'hui, vous savez que quand votre armée subit un revers sur le terrain, bien sûr, l'ennemi veut utiliser ça comme un facteur de démoralisation, un facteur pour montrer que peut-être il est au-dessus de votre armée, ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que des revers sur le terrain, il y en a toujours. Mais c'est la dynamique d'ensemble qu'il faut considérer. Mais vous avez souvent donc des alliés de ces ennemis qui cherchent à instrumentaliser le fait, à aller à partir de cette défaite vers d'autres formes d'instrumentalisation politique. C'est ça que nous n'acceptons pas. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas que le gouvernement de la transition. Les citoyens burkinabés aujourd'hui en ont conscience. Si bien que toutes les tentatives de manipulation portées par un certain nombre d'individus à l'extérieur, avec bien sûr des complicités internes, ne prospèrent pas parce que les Burkinabés savent ce qu'il en est. Ils connaissent les intentions et la plupart du temps, ces tentatives-là sont vaines. Et je pense que de plus en plus, et je l'espère bien, tous ceux qui sont porteurs de ces desseins vont prendre conscience que c'est un chemin sans issue. D'autant que cette dynamique burkinabé semble être partagée par certains de vos voisins, de pays voisins. Dans une période aussi tendue dans cette région du Sahel, avec la menace des djihadistes, on en a parlé, mais aussi les tensions avec la France, quelle est la position du Burkina Faso? La position du Burkina Faso, c'est que nous avons fait le choix de nous assumer pleinement, d'assumer notre souveraineté, d'assumer notre guerre et d'assumer la dynamique de reconquête de notre territoire, mais aussi d'assumer pleinement nos choix stratégiques sur tous les plans, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Le seul étalon de mesure aujourd'hui de nos rapports avec nos partenaires, c'est les intérêts du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Et à partir de là, nous sommes dans une logique de fraternité. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, quand vous prenez le Niger et le Burkina et le Mali, il y a une zone qu'on appelle la zone des 3 frontières.
Mais en réalité, les frontières, elles sont artificielles. En fait, quand vous êtes en train de circuler, vous n'arrivez pas quelque part, et puis vous voyez une frontière, et puis bon, on dit, voilà, c'est la frontière, vous traversez. Les populations vont et viennent. Les terroristes vont et viennent d'un pays à l'autre. Et je pense que nous sommes heureux, c'est ce qui devait se passer depuis longtemps. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir que nos 3 pays, qui sont donc qui sont organisés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, nos 3 pays, plus que jamais, ont pris conscience de leur destin commun. Le terrorisme ne peut être vaincu seulement au Burkina Faso, sans le Mali et sans le Niger, et vice-versa. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'au plus haut sommet de nos États, nous avons des leaders visionnaires et surtout des leaders qui ont l'audace de s'assumer. Je pense que c'est un moment historique pour nos 3 pays, pour l'Alliance des États du Sahel, de reprendre. Quand vous regardez, c'est comme si l'histoire se répétait. Nos pères fondateurs avaient déjà cette vision. Et aujourd'hui, la vision se concrétise à travers donc le leadership de nos 3 chefs d'État qui ont engagé donc ce travail historique de libération ensemble. Donc aujourd'hui, entre le Burkina, le Mali et le Niger, nous avons 3 peuples, nous avons plutôt 3 pays, des frontières artificielles et un seul et même peuple. Cela d'autant plus que vous savez, quand vous traversez la frontière d'un pays à l'autre, vous ne vous rendrez pas compte, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan des expressions, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre, ce sont les mêmes valeurs. Et donc, je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'inscrire cette dynamique-là dans la durabilité. Nous y travaillons sous le leadership de nos chefs d'État et je suis convaincu que cette union entre les 3 pays va sonner le glas de tous ces groupes terroristes instrumentalisés depuis l'extérieur et qui ont juré la perte, parce que c'est ça, c'est diviser pour mieux régner. Nous comprenons aussi la crainte de certaines grandes puissances partenaires traditionnels de nos États qui craignent justement que ces 3 pays se mettent ensemble, qui redoutent la puissance de ces 3 pays ensemble et bien sûr qui souhaitent poursuivre leur œuvre de division. Vous savez, la logique est simple, diviser pour mieux régner. Alors, concrètement, à quoi ressemble cette coopération entre ces 3 pays que vous venez d'évoquer, dans les faits? Dans les faits, pour ne citer que par exemple sur le plan militaire, aujourd'hui, à une certaine époque, les groupes terroristes ils rentraient attaquer au Burkina Faso. Quand nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie engagent la contre-offensive, ces groupes terroristes, une fois qu'ils franchissent la frontière, ils se dissipent et c'est fini. On ne peut plus, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de droit de poursuite, notamment avec le Niger et autres. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Quand vous regardez les opérations aujourd'hui, on a des groupes terroristes qui sont pris à partie au Burkina Faso. Et quand ils traversent la frontière, ils croisent les forces militaires nigériennes. Donc il y a une concertation en temps réel. Une concertation, il y a véritablement une entente parfaite entre nos 3 armées, ce qui ne laisse aucun espace de confort aux groupes armés terroristes, donc qui n'ont pas compris que les choses ont changé. Quand ils attaquent au Burkina en grand nombre, dès que la contre-offensive est lancée, ils essaient de traverser pour aller de l'autre côté de la frontière, mais aujourd'hui c'est fini parce que dès qu'ils traversent les frontières, ils sont interceptés par les forces sœurs du Mali ou du Niger qui leur infligent les mêmes défaites cuisantes. Donc il n'y a plus de possibilité de réplique quelconque dans un de ces 3 pays. Donc ça déjà c'est un exemple aujourd'hui de la coopération étroite entre nos 3 États qui partagent des infos, qui partagent des renseignements, qui partagent des moyens. Et je pense que c'est ce qui nous manquait depuis longtemps pour pouvoir donc sortir de cette situation difficile. Et au-delà de la défense, est-ce qu'il y a d'autres domaines de coopération? Absolument. Actuellement, quand vous prenez un pays comme le Mali, qui était pays invité d'honneur à la dernière édition du FESPACO, il y a le salon de l'artisanat au Mali qui va s'ouvrir bientôt. Le Burkina est le pays invité d'honneur. Au Niger, c'est pareil. Le Niger était le pays invité d'honneur au dernier CITO, qui est le salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Ça, c'est sur le plan culturel. Parce que nous avons conscience que les relations ne peuvent être que stratégiques, militaires. Il faut que les relations soient des relations de peuple à peuple. Et les relations de peuple à peuple doivent être bâties sur leur culture, sur les valeurs. Et aujourd'hui, nous avons donné carte blanche à toutes les filières culturelles, à toutes nos entités
de pouvoir donc collaborer étroitement avec nos frères du Mali, nos frères du Niger. Et véritablement, je peux vous assurer qu'actuellement, les choses se passent extrêmement bien et les perspectives s'annoncent encore plus heureuses. Alors, vous parlez de relations de peuple à peuple. J'aimerais savoir quel est votre ressenti de la collaboration, de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Quel est l'état de ces relations? Ce qu'il faut dire, c'est que entre la Russie et le Burkina Faso aujourd'hui, véritablement, on a une coopération, une reprise de coopération qui se fait à vitesse grand V. Je pense que le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, l'a souligné ici et dans un discours historique lors du sommet Russie-Afrique. Et nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique-là. Nous avons une coopération aujourd'hui qui est stratégique sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur bien d'autres aspects aujourd'hui sur lesquels nous avons reçu instruction de faire en sorte que véritablement cette coopération-là puisse se solidifier et se diversifier. Nous sommes dans la dynamique de faire véritablement de l'axe Ouagadougou-Moscou un axe fort parce que nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons la même vision du monde aujourd'hui, qui doit être un monde multipolaire. Nous sommes tous militants du multilatéralisme. Et nous sommes contre la domination. Nous sommes contre l'impérialisme. Et je pense que tout cela, ce sont des valeurs aujourd'hui et des visions qui rapprochent le Burkina Faso et la Russie. Et nous avons la chance également d'avoir à la tête de nos États des leaders aujourd'hui qui ont de la vision, qui ont de la personnalité et qui s'assument. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une dynamique qui est en cours et qui ne demande qu'à se consolider. Alors, une dynamique positive, vous venez de le dire, et qui se concrétise comment? Est-ce que vous avez des exemples de cette coopération russo-burkinabé à nous présenter? Il y a des exemples, je pense que les gens voient les plus emblématiques, qui sont des exemples qui sont diplomatiques, qui sont aussi militaires et stratégiques. On va pas rentrer trop dans les détails militaires ou stratégiques, mais je pense que tout le monde sait aujourd'hui que sur ce plan-là, les relations sont étroites entre le Burkina Faso et la Russie. Et surtout, ce sont des relations honnêtes et transparentes. Vous savez, il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de duplicité. Le président du Faso l'a dit à plusieurs reprises, c'est une coopération franche et honnête. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Il ne s'agit pas de faire semblant de nous aider tout en faisant de la duplicité et tout en étant dans des calculs. Aujourd'hui, je pense que c'est des relations honnêtes. Sur le plan militaire, ça se voit aujourd'hui. Et au-delà des relations militaires au Burkina Faso, sur le plan, par exemple, de la santé, on l'a vu récemment avec une mission russe, une mission sanitaire russe qui était au Burkina Faso, pour nous soutenir dans le combat contre l'épidémie de la dengue. Et ce ne sont que les premiers moments, ce ne sont que les prémices d'une coopération qui a appelé à grandir. Nous savons aujourd'hui que cette coopération, elle doit se densifier dans des secteurs de base, comme par exemple l'agriculture. On sait que la Russie est un grand pays agricole, très avancé dans les recherches agricoles, dans les intrants. Et tout cela, ce sont des axes dans lesquels nous savons que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Quand vous prenez le domaine de la culture, le pays, c'est quand même le pays de Stravinsky, de Tchaïkovski et autres. Et donc, nous savons que il y a une longue et riche culture russe aujourd'hui qui ne demande qu'à être découverte. Nous avons conscience aussi d'avoir un potentiel énorme au Burkina Faso et nous avons la conviction que la coopération culturelle entre les deux pays ne peut qu'être un facteur d'enrichissement mutuel pour que les acteurs culturels du Burkina Faso puissent faire de la création avec des acteurs culturels russes et vice-versa et faire en sorte que nos deux peuples se connaissent davantage, que le peuple russe connaisse davantage le peuple burkinabé, sa culture, son histoire, sa diversité et vice-versa. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et nous avons foi que les choses vont aller en s'intensifiant. Alors on peut observer au Burkina Faso, mais pas seulement, à travers l'Afrique en général, de plus en plus de sentiments pro-russes, si on peut dire, au sein des populations. Est-ce que d'après vous, il existe une demande de la part des populations d'avoir accès à de nouvelles sources d'informations? Ce qu'il faut dire, c'est que vous savez, ce ne sont pas que des sentiments pro-russes. Ce sont des sentiments pro-politique russe également. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui, les positions assumées par la Russie, ce sont des positions auxquelles
les Africains se reconnaissent. Ce qui sont des positions de remise en cause de la domination, de l'impérialisme, de l'asservissement. C'est cela aujourd'hui qui fait écho au sein de la jeunesse africaine. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que si les Africains et la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, nigérienne, la jeunesse africaine dans son ensemble aujourd'hui s'identifient et véritablement aujourd'hui souscrit à la politique, à la vision de la Russie, c'est justement cette volonté de pouvoir s'affranchir, cette volonté de briser des chaînes qui n'ont que trop duré. Et aujourd'hui, quand vous demandez si on est demandeur, si, bien sûr, parce que malheureusement, les jeunes Africains et l'Afrique en général, on ne connaît pas suffisamment la Russie. Parce que quand on parle de la Russie, c'est toujours des médias de certains pays qui sont considérés comme des partenaires traditionnels. Ce sont ces médias-là qui nous disent ce qui se passe en Russie. Ce sont ces médias-là qui nous disent c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc aujourd'hui, on a besoin de briser ces chaînes et faire en sorte que les Africains dans leur ensemble, que les Burkinabés connaissent mieux la Russie et vice-versa. Que l'information de la Russie, on puisse l'avoir de première source. Parce que vous savez, les médias occidentaux, les médias français notamment, veulent faire en sorte que leurs ennemis soient nos ennemis. Veulent faire en sorte que quand ils diabolisent sur la politique, sur le plan politique, un pays ou un individu, que cette personne soit également le diable pour nous. Vous voyez le problème? Ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que les Africains sont demandeurs de relations plus étroites, de connaissances plus étroites de la Russie. Et je suis sûr que du côté de la Russie également, la dynamique doit être la même. De créer les conditions pour pouvoir aujourd'hui s'ouvrir davantage à l'Afrique, de pouvoir donc faire en sorte qu'ils connaissent davantage la culture africaine, la culture burkinabé, la musique, la peinture, le théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance historique de faire en sorte que cette attente qui monte depuis la base puisse trouver donc satisfaction. Une dernière question pour finir en quelques mots. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Burkina Faso aujourd'hui? Je pense que le plus grand vœu aujourd'hui du Burkina Faso, c'est la paix et la souveraineté. Et je pense que aujourd'hui, nous travaillons à cela. Tous les Burkinabés, quand vous les rencontrez aujourd'hui, vous demandez, quelle que soit l'occasion, tout le monde prêche le retour de la paix, de la sérénité. Pour que sur les 274 000 km² du Burkina Faso, les citoyens burkinabés puissent tout simplement vivre en paix, aller et venir. Et surtout, qu'on puisse aujourd'hui assumer pleinement des options qui profitent d'abord aux Burkinabés. C'est ça aujourd'hui que nous souhaitons. Et je pense que si vous devez nous souhaiter quelque chose, ce sont ces deux valeurs. Ça veut dire la paix et la souveraineté. Et je pense que ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des visions, ce sont des objectifs. Et la transition travaille fermement et véritablement avec beaucoup d'énergie et d'engagement au quotidien pour qu'on puisse réussir sur ces deux tableaux, la paix, la souveraineté, pour que l'avenir soit radieux pour les Burkinabés, pour les Maliens, pour les Nigériens, pour le monde. Et en tout cas, c'est la vision que nous avons. Monsieur Ouedraogo, merci pour cette interview, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous, et à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis.